celle ou celui-là qui est né au moment où je faisais ma première manifestation, mon premier repas champêtre, à 18 ans aujourd'hui. Et une partie de mon intervention s'adressera à celui qui a 18 ans aujourd'hui. Et en même temps, je veux penser à une autre personne, à Marie-Aimée Courcial, qui a, elle, 91 ans, qui est membre du Parti Socialiste depuis plus de 50 ans, et qui, elle, s'est battue pour faire avancer notre société, pour faire avancer nos droits sociaux, engagés politiques et engagés syndical. Au fond, ce combat, son combat, c'était pas seulement pour elle, c'était pour se dire, j'ai envie que la génération qui viendra après puisse profiter de mon combat, puisse accéder à la santé, puisse accéder à l'éducation, puisse accéder à un travail et en même temps à un travail rémunérateur, où la valeur du travail soit une valeur rémunératrice qui paye, travail dans lequel on se sent bien. Voilà le combat de Marie-Aimée. Et aujourd'hui, celui qui a 18 ans, qui va voter dans quelques jours, celui qui est né au moment où je faisais ce premier repas champêtre, il doute, il se pose des questions et ses parents avec. Est-ce que ma situation sera meilleure que celle qu'a connue Marie-Aimée? Est-ce que moi, je vais avoir la chance de rentrer sur le marché du travail? Est-ce que je pourrai avoir accès au savoir, à l'éducation, à l'université? Et nous sommes, au fond, dans cette société où nous doutons tous ensemble quant à notre avenir. La peur règne, l'inquiétude est forte dans notre pays. Or, je vous le dis, mes amis, la France reste la 4e ou 5e puissance au monde. Jamais notre pays a eu autant d'argent. D'ailleurs, dois-je vous rappeler que notre pays est le pays où le taux d'épargne par habitant est le plus important. Votre épargne, placée en banque, sert au fond des intérêts qui ne sont pas celles et ceux que nous souhaiterions. Alors il est vrai que montrer du doigt aujourd'hui le fonctionnement bancaire, et je ne dis pas les banques parce que derrière chaque banque il y a aussi des hommes et des femmes, des salariés qui me disent régulièrement, tous les jours, on voit comment ça se passe, on voit les directives que l'on nous donne dans ces organismes financiers, et ces mêmes salariés nous disent ne laissez pas faire ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec votre argent. Oui, il faudra évidemment que sur les banques on se pose des questions sur leur fonctionnement. Et moi j'entends le débat sur les primaires. Dire qu'il devrait y avoir l'argent des banques, celles qui jouent à la spéculation, et puis l'argent des épargnants, celles qui sont les banques de dépôt. Mais bon sang, est-ce que les banques ont de l'argent? Entendre ce genre de choses, je me dis, c'est quand même méconnaître l'économie. L'argent des banques, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent des épargnants. Ça n'existe pas, l'argent des banques, en soi. Et donc, c'est au fond notre argent et son utilité qui est en cause. Et donc, oui, il faudra avoir des exigences en matière éthique, en matière sociale, en matière environnementale. Il faudra se poser les questions, comment on utilise mieux l'argent. Et je pense, au fond, que la première des choses, c'est d'abord mettre à l'endroit nos finances publiques. Parce que ceux et celles et ceux qui défendent l'idée selon laquelle, au fond, on peut continuer à faire de l'endettement. Mais est-ce qu'à un moment donné, certains se sont posés des questions sur l'endettement? Pourquoi les États-Unis et George Bush a tout fait pour faire de l'endettement? Pourquoi Nicolas Sarkozy a tout fait pour faire de l'endettement? Parce que l'endettement, mes amis, mes camarades, ça profite à certains. Quand on endette le pays, il faut aller chercher de l'argent pour payer les fins de mois. Et cet argent, on va le chercher auprès de qui? Des organismes financiers. Et les organismes financiers, derrière, évidemment, nous disent c'est 2, 3, 4%. C'est-à-dire que l'endettement de la France, notre endettement,
c'est la richesse des organismes financiers. Et que si on veut avoir des leviers demain pour l'éducation, pour la recherche, pour l'emploi, pour la santé, c'est pas en endettant le pays, en continuant à dire on va laisser filer les déficits qu'on gagnera. Parce que chaque fois qu'on laisse filer les déficits publics, c'est d'abord les classes moyennes, les classes populaires qui en payent le coût. Donc soyons vigilants, faisons en effet de la réforme fiscale l'alpha et l'oméga de notre stratégie politique. C'est le socle, c'est la base. Si nous ne touchons pas à notre système fiscal, si nous continuons, et comme cela a été rappelé tout à l'heure, à laisser faire, à ce moment-là, oui, les organismes financiers, oui, les gros détenteurs de parts sociales, oui, les actionnaires vont continuer à se graisser. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, lorsqu'il a fallu aller aider les banques en 2008, la France, l'Europe, le monde a répondu favorable. Aujourd'hui, ils viennent chercher nos États et nous dire à genoux, moins de protection sociale, moins d'enseignement, moins de formation, moins de ci, moins de là. C'est là où il faut, d'une manière systémique, changer le système. Deuxième élément, la jeunesse, je n'y reviendrai pas. Je crois qu'il faut en effet faire de la jeunesse un des éléments majeurs de notre société. Je l'ai dit à travers Marie-Aimée et ce jeune qui a 18 ans. Mais l'éducation, quand j'entends un certain nombre dire c'est pas sérieux que de vouloir créer 60 000 postes d'enseignants sur 5 ans, est-ce que vous pensez sérieusement que c'est beaucoup plus sérieux que de vouloir créer 70 000 places, pardonnez-moi, dans les prisons, ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy il y a quelques jours? Est-ce que vous pensez que c'est une politique, ça? Je ne sais plus ce que disait Victor Hugo, mais chaque fois que l'on crée un poste d'enseignant, à ce moment-là, peut-être qu'on peut imaginer fermer une cellule pour les prisonniers. Parce que chaque fois que nous mettrons de l'argent sur le savoir, sur la culture, sur la connaissance, sur l'innovation, sur la recherche, eh bien, on s'enrichira mutuellement, on s'enrichira ensemble. Oui, je crois aussi, pour ma part, au contrat de transition professionnelle. Je vous dis, si notre objectif c'est de créer des emplois jeunes dans les associations, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai eu beaucoup de bonheur en 1997 à accompagner les 300 000 emplois jeunes. Certains, d'ailleurs, ont trouvé à l'issue des emplois durables. Mais combien, à la fin, se sont fait avoir? On s'est servi de vous pendant 4 ou 5 ans et à la fin, on vous a dit merci, au revoir. La réalité de notre pays, c'est que démographiquement, il se passe quelque chose. Le vieillissement de la population, c'est une réalité. Celles et ceux qui sont nés après 1946-1947, c'est une réalité. Ceux-là partent à la retraite. Mais on me dit quoi, moi, dans les entreprises aujourd'hui? Encore il y a quelques jours, le patron de Calcia à Cruas disait l'expérience professionnelle de nos seniors. Lorsque ce senior s'en va, il est remplacé 3 ou 4 mois après par quelqu'un qui a peut-être des diplômes, mais qui n'a pas la compétence et l'expérience nécessaire. Est-ce qu'il ne serait pas utile, au fond, d'avoir ce tuilage, cette forme de transmission, se dire, au fond, voilà, moi j'ai de l'expérience, j'ai 40 ans d'expérience professionnelle et je vais donner à un jeune les moyens d'accéder à l'emploi, pas dans une association, mais dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu qui crée de l'économie, dans le milieu qui crée de la richesse. Parce qu'on ne pourra redistribuer que si il y a de la richesse et de la croissance. On peut avoir toutes les politiques sociales que l'on veut, mais si derrière, on n'est pas en capacité de créer un minimum de croissance, alors ce sera de jolis mots. On sera dans une logique sympathique d'un point de vue sémantique. Mais après... Et donc je voudrais en terminer par là, au fond. Tout ce que nous devons dire pendant ces primaires, mais surtout après les primaires, on devra le tenir. Hervé a eu raison tout à l'heure, au fond, lorsqu'il a parlé de Marine Le Pen. Vous savez, la gauche, quand on est dans l'opposition, en général, nous sommes les champions du monde des idées. Ah,
des idées, nous en avons. Si nous étions, nous, dans la majorité, voilà ce que nous ferions. Et puis quand nous arrivons en responsabilité, quelquefois pas toujours, mais on fait pas ce qu'on a dit, ou pire, on fait le contraire de ce qu'on a dit. Je ne parlerai pas de Guy Mollet, qui a été dans l'histoire peut-être celui qui a trahi la gauche, pour partie en tout cas. Et donc je vous le dis, ce que nous devrons dire aux Français, nous devrons être en capacité de le tenir. Parce qu'en 2014, s'il doit y avoir un changement sur nos collectivités territoriales, ne pensez pas une minute que ce sera le retour de l'UMP. Ils nous diront en 2014, vous nous avez trahis, vous nous avez menti, on vous a donné les clés du pouvoir, vous la gauche, et vous n'avez pas été capable de tenir vos promesses. Donc en 2014, à l'occasion des élections territoriales, les municipales, les conseils généraux, les régions, là on donnera les clés à Marine Le Pen et au Front National. Et je vous le dis mes camarades, je ne serai jamais complaisant en la matière. Je ne serai jamais le responsable de celui qui donnera les clés de notre pays, de notre République, à Marine Le Pen et à l'extrême droite. Il est de notre responsabilité donc de dire la vérité. Et de ce point de vue-là, notre candidat devra être en capacité d'avoir cette force à affronter Nicolas Sarkozy. Il y aura des débats, il va falloir être convaincant, il va falloir parler aux Français, donner un horizon, pas tout promettre, mais avancer sérieusement, avec volonté. Voilà le débat qui nous attend. Alors, vous l'avez dit, les uns et les autres. Moi, ma préférence est faite. Vous la connaissez, mais beaucoup de mes amis, de mes camarades ont fait d'autres choix. Mais je vous le dis aussi, votre choix est légitime, il est estimable. Parce que, en ce qui me concerne, je ne ferai rien pour diviser mon parti. Je ne ferai rien pour dénigrer tel ou tel. Par contre, mon objectif, c'est pas seulement de faire gagner mon parti. C'est pas de faire gagner celui que je soutiens, François Hollande. C'est de faire gagner la gauche. Et je voudrais terminer par remercier et saluer particulièrement André Guigon, représentant le Front de gauche, ici. Je voudrais aussi dire toute mon amitié à François Louvet, représentant Euro-Écologie Les Verts. Et je voudrais aussi saluer ces citoyens qui sont dans la salle, qui ne sont pas encartés, qui sont des démocrates, des républicains, des hommes et des femmes de gauche, qui se disent, au fond, est-ce qu'on peut être en capacité de se rassembler plutôt que de se diviser et d'avoir un objectif, pas seulement l'objectif de dire non à Nicolas Sarkozy, parce que j'ai même le sentiment qu'à droite, ils n'en veulent plus. Voyons ce qu'en pense Borloo, voyons ce qu'en pensent ces anciens ministres, le syndicat des anciens ministres qui veulent battre Nicolas Sarkozy. Je ne vous parle pas de Marine Le Pen, je ne vous parle pas des partis de gauche. Aujourd'hui, tout le monde veut sortir Nicolas Sarkozy. Mais le sortir pourquoi? Et avec qui? Et donc je vous dis, ici, mes amis des Verts, mes camarades, il va falloir qu'on discute. Il y a, je vais comprendre, ce week-end, la grande fête de l'humanité. Certains y sont, d'autres n'y sont pas, mais ils sont venus dans le passé, ils reviendront par la suite, je le souhaite. Mais parce que dans nos collectivités locales, nous avons su ensemble se rassembler sur des projets, des objectifs qui soient clairs, je suis sûr qu'au deuxième tour des élections présidentielles, on se retrouvera. Ne me demandez pas d'être un communiste, ne me demandez pas d'être un écologiste, je n'en suis pas un. Mais j'ai du respect. Et parce que c'est dans nos divergences, dans la confrontation, dans le débat, que nous trouverons évidemment la voie étroite des compromis nécessaires. Et c'est comme ça que la gauche a toujours avancé. Je ne prétends pas ici que nous ayons la vérité absolue. C'est avec eux qu'on fera évidemment demain la nouvelle France. Alors Vincent, merci de ta présence. Je te sais engagé, on le dit, l'intellectuel du parti. Alors il faut toujours se méfier. Il a une capacité à produire des livres qui est inimaginable. Chaque fois que je le vois, que je lui téléphone, il me dit « Pascal, je ne veux pas te voir, j'écris un livre. » Là, il est en train d'écrire un livre avec un grand journaliste du Nouvel Obs, Bazin. Hier encore avec lui au téléphone. Des livres qui nous poussent aussi à plus d'intelligence. Parce qu'au fond, on a besoin de renouer avec cette intelligence. On a besoin de se dire que
2011, 2012, et après, c'est plus 1981. La société a échangé. Mais Vincent, tu penses, et tu as raison, qu'on ne peut construire l'avenir qu'en s'appuyant sur nos racines, sur notre histoire, sur nos engagements, sur nos fautes, nos faiblesses, et en même temps, notre engagement, nos réussites formidables, magnifiques. J'aurais pu les citer, Marie-Aimée. Tous ces engagements, grâce à qui la gauche a pu trouver des solutions. Et la gauche a amené beaucoup dans ce pays. Et je vous invite, les uns et les autres, à construire cette histoire commune. La gauche a du talent. La France a du talent. Nous sommes un peu abîmés, il faut bien le dire, mes amis, mes camarades. À nous de redresser, de remettre au cœur de nos débats l'ordre social, l'ordre économique, la sécurité pour les biens et pour les personnes. Je vous le dis, la France va moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Nous allons retrouver notre pays comme nous l'avions laissé il y a 10 ans, avec un nombre de chômeurs beaucoup plus important, alors que nous l'avions baissé. Nous allons retrouver la France avec des déficits dramatiques, alors que nous avions équilibré les comptes sociaux. Eh bien, notre responsabilité à gauche, c'est de dire la vérité et d'apporter à chacun de nos concitoyens, qu'ils soient riches ou pauvres, l'égalité, l'équité, la liberté, la fraternité et en même temps l'amitié. Mes chers amis, mes chers camarades, bonne journée et je cède la parole à Vincent Peillon.